me, you don't have to tell your friends. And we can get this started and move it to an after party. Gonna pull you over me, you won't get the chance again. But if we get this started, it doesn't have to end. Going home alone, if you're going home at all. What we're here to do is what we might as well. So tell me what's the use in fighting now? I feel it, it's a sign. It isn't hard to find some place where we can take our time. What's left but losing both our minds? Undercover, out of sight, so dangerous. Doesn't have to end. It doesn't have to end. Bonjour à tous. Et on arrête la musique. Comment ça va? Ah, quelle journée, mardi. Merci d'être là. Ah, j'ai démarré le stream il y a un instant, j'étais pressé. Pourquoi? Parce qu'on sera que 1 heure ensemble aujourd'hui, c'est sûr, je pourrais pas aller plus loin. Bonjour à tous. Mais quel est ce chevalier dont vous parlez tous? Je ne connais pas ce chevalier. J'essaie de rester dans le FC humble. Alors, ces histoires de chevaliers, j'essaie de les mettre au fond de ma poche avec un petit mouchoir dessus. D'autant que je me sers pas mal de mouchoirs en ce moment parce que j'ai un petit rhume. J'espère que ça s'entend pas trop. Bonjour à tous. Oui, on est ensemble que pour 1 heure aujourd'hui parce que il y a une conférence de presse de rentrée importante pour France Télévisions. Là, tout à l'heure à 11h. Donc à 10h30, paf, je pars. Pas en cheval, non. Pas en cheval, mais je pars, je vous quitte à 10h30, c'est sûr. Je saute dans un taxi pour rejoindre cette conférence de presse, c'est très important. Mais voilà, je m'étais dit, bon, alors qu'est-ce que je fais? Je stream pas ce mardi? Bonjour à tous. Si, je stream, mais que pour 1 heure. Donc on est ensemble pour 1 heure. J'ai lu les journaux pour vous, bien sûr, mais d'abord j'ai besoin de vous, cette chouette communauté, pour tout régler. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le niveau est suffisant? Est-ce que c'est pas trop fort? Ça a l'air bon, j'ai de bons retours, 1 heure de plaisir, je sais pas, je vais faire le maximum. Et est-ce que l'image est bonne? Ça va? Ouais, c'est bien, je n'ai même pas regardé le cadrage. Ouais, ça, c'est moi, hein, c'est ma tête après tout. Bon, la cam tremble un peu, oui. En fait, c'est pas la cam, c'est ma table. Parce que tout est sur mon stream mobile, cette petite table roulante que je promène dans la maison selon les heures de la journée pour streamer. Tout est installé là, c'est super sympa, mais du coup, c'est pas très très stable. Ça bouge un petit peu. C'est le côté artisanal, moi j'aime bien. Bon, j'ai de bons retours, en tout cas. Jaune un petit peu, ouais, c'est un petit peu jaune, c'est vrai. Je pense que c'est la lumière. Vous savez quoi? Réglage. Je vais faire mon ingénieur, attention les amis, je vais vous régler cette lumière, on va faire quelque chose de plus blanc. Allez, c'est parti, je vois que je suis avec des perfectionnistes, c'est bien. Hop, regardez. Comment ça, c'est pas ça que je voulais régler. C'est peut-être si c'est ça. Si c'est ça, t'étais sur le bon curseur, mon chouchou. En fait, non, c'est moi qui suis jaune. Ouais, c'est un petit peu plus jaune que d'habitude. Bon. On va partir comme ça. Merci d'être là, merci beaucoup. Ah si, c'est mieux, je vois que c'est mieux. Très bien. Super le question pour un champion d'hier, merci beaucoup, c'est super sympa. Est-ce que j'ai essayé le maté pour remplacer le café? Non, faudrait que j'essaye. Bon, j'ai plein de conseils sympas dans le chat. On vient du stream de Rayou. Quoi, Étoile était en stream là? Ce matin? Ça veut dire qu'il a streamé toute la nuit? Dites-moi. Quoi, Étoile, il a streamé toute la nuit, c'est ça? Nuit blanche, mais il est fou. Ok, d'accord. Bon, un coucou à Étoile, peut-être qu'il est pas parti encore se coucher. Il est juste incroyable. Et vous êtes incroyable. Combien? 14h, 12h30 de stream d'affilée? Truc de folie. Bon. Alors bonjour à tous les amis de Rayou, de Étoile, et puis c'est parti pour la matinée. Étienne, on est ensemble pour une petite heure aujourd'hui, donc on est très loin des 14 heures d'Étoile pour jeter un coup d'œil à vos journaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce matin? Allez, je vous montre mon petit paquet, regardez,
Pas mal quand même, hein. J'ai toute la presse nationale. On va regarder la presse en région aussi, que je vais un tout petit peu moins développer puisqu'on est ensemble pour 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La polémique sur la vaccination en France, ça continue. C'est la polémique du moment. Pourquoi ça bloque ? C'est la une du Parisien. Il y a beaucoup de unes, je vous les montre, sur cette question. Le Figaro, même chose. Vaccin face au tollé. On a un président Macron qui cherche à reprendre la main. Il y a une réunion de crise, comme on dit, à l'Élysée hier. Je vois dans le chat, on va rester plus d'1 heure ensemble. Non, il faut que je parte à 10h30. J'ai une réunion super importante. Les Échos, vaccination, la France revoit sa copie, donc on voit vraiment que c'est la préoccupation du moment. Et regardez jusqu'à l'opinion, le quotidien, qui donne des conseils un petit peu au gouvernement. 7 pistes pour éteindre cette crise, cette fameuse crise sur la polémique sur la vaccination. La Croix a un dossier très intéressant sur la piste du virus. Si je vous le résume en une phrase, ça donne ça. Ça fait 1 an que cette crise sanitaire a débuté avec le virus a priori parti de Wuhan en Chine. 1 an après, on ne sait toujours pas d'où est parti le virus, de quel animal, comment il a muté. Les scientifiques sont évidemment sur le coup. C'est important pour comprendre comment fonctionne cette maladie, comment elle est née, peut-être pour en éviter d'autres. 1 an après, on ne sait pas toujours. Je vous ai résumé la Croix en une phrase. On parle de Trump. Encore une de Libération, c'est encore le président des États-Unis en exercice pour quelques jours, pas longtemps, mais il agit comme si il croyait encore à sa réélection. Il est jusqu'à, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, appelé un responsable électoral de son camp en Géorgie pour lui faire pression et lui dire de recompter les bulletins, voire de modifier, quand on entend la conversation, parce qu'on a la conversation téléphonique, elle a été rendue publique par le Washington Post, et on a l'impression qu'il lui force la main pour changer les résultats. C'est assez fou, et c'est la une de Libération qui titre donc Trump jusqu'à la lie, comme boire le calice jusqu'à la lie, pour ceux qui connaissent l'expression. Et oui, on fait aussi un petit peu de littérature dans la matinée Étienne. Un reportage très intéressant de l'Humanité sur Calais, sur les migrants de Calais, c'est ces migrants qui sont en situation irrégulière pour la plupart et qui sont là pour passer en Grande-Bretagne. Et ce titre qui claque et qui inquiète, à Calais, la chasse à l'homme ici, c'est tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? On lira l'humain ensemble, j'espère qu'on aura le temps. J'ai aussi le Figaro Économie, j'ai l'équipe, je vous montre très rapidement l'équipe parce que la une est super intéressante. Regardez, l'équipe fait un grand podium en fait, ils sont 30, les 30 qui font le foot français, l'équipe ils aiment bien le football, mais numéro 1 sur ce podium, des 30 qui font le foot français, une femme, Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer un match en Ligue des Champions. Moi je trouvais cette une de l'équipe avec cette femme en une, vraiment très sympa. Et puis j'ai un petit supplément Figaro et vous aussi. Voilà, en quelques minutes là, en 2-3 minutes, on a passé en revue un peu un panorama de la une de la presse nationale, donc ça nous montre un petit peu les tendances. Et comme vous le savez peut-être, ce qu'on va faire et qui est sympa aussi, c'est lourd les journaux quand même, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va jeter un coup d'œil à la presse en région. Hop, je vous affiche ma tablette avec ce site, si vous voulez vous promener sur ce site qui donne chaque matin, chaque nuit en fait même, les unes des journaux en région, c'est très simple, c'est alliance.pressebrowser.ad.fr. Mais avant de commencer, j'ai besoin de quelque chose de super important. Vous connaissez la musique ? C'est parti. D'ailleurs, il faut que je monte la musique, sinon ça marche pas. Et ça fait du bien quand même. Juste une gorgée de café avant de partir, parce que là on est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la une des journaux en région ? Bien peu ou prou ce qu'on vient de voir en une de la presse nationale, c'est-à-dire les inquiétudes face au Covid-19 et à cette campagne de vaccination qui démarre tout doucement. C'est la une de l'Alsace face à l'urgence vaccinale, la région. Et bien sûr, elle n'est pas la seule. Alors les vaccins commencent à arriver. J'ai vu en une du Télégramme, par exemple, ce quotidien breton ce matin, que les premiers vaccins n'arrivaient que là, en ce moment en Bretagne. Donc vous voyez, ça commence tout doucement. Il arrive par exemple dans le Cher, le département du Cher, titre le Berry républicain. À la une toujours... on en parle, je vois aussi en une de Corse matin, vaccination, c'est Bastia qui va ouvrir la campagne. Corse matin qui souligne
comme tous les journaux d'ailleurs ce matin, c'est pas très original, ce retard à l'allumage sur le vaccin, sur la piste du virus, je voulais montrer, c'est la Une de la Croix, c'est pas un journal régional. Ah, ça c'est intéressant, parce que évidemment, vos journaux se posent la question du pourquoi. Pourquoi ça traîne, pourquoi c'est lent, pourquoi ça patine, comme le dit le Dauphiné Libéré ce matin. Là, on est dans le département de l'Isère. Alors, depuis quelques jours, on se penche ensemble sur cette polémique et on voit qu'il y a deux grandes idées. Pourquoi la France semble en retard? Pourquoi ça patine, pour reprendre les mots du Dauphiné Libéré? Il y a deux idées. Ou c'est une stratégie qui a été voulue, celle de la prudence, pour ne pas brusquer des Français qui ne sont pas trop pro-vaccin, comme vous le savez. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est pas assumé, s'interrogent certains éditorialistes. Pourquoi le gouvernement ne dit pas « Non, on n'est pas à la bourre. On a voulu cette lenteur et on l'assume ». Pour pas brusquer les Français, mais ça, c'est pas la stratégie choisie par le gouvernement, puisque vous avez entendu le président Macron lors de ses vœux dire ça va pas du tout, ça va pas assez vite, il a tapé du poing sur la table. Donc cette stratégie de lenteur n'est pas assumée, ou alors, autre solution, autre piste, qui est intéressante aussi, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, malgré des mois pendant lesquels on aurait pu se préparer. C'est notamment les services administratifs en France pour préparer cette campagne de vaccination. On n'est pas prêt, en tout cas moins prêt que certains de nos voisins. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, d'où cette stratégie sous pression. J'aime bien quand les journaux me donnent raison. Le mec a le boulard. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est les DNA. Alors, une fois que on s'est dit que ça marche pas, que c'est lent, qu'on s'est dit mais pourquoi, mais comment l'expliquer. Ce qui est important, c'est comment on fait. Comment on accélère comme le titre, ici la dépêche du midi, puisque l'exécutif nous a promis une accélération dès aujourd'hui de cette campagne de vaccination, comment on accélère? On verra dans la presse ce matin, il y a des explications qui sont intéressantes sur en fait une phase 2 de cette campagne de vaccination en France qui devait démarrer plus tard et qui va commencer beaucoup plus vite. Cette phase 2 a notamment commencé, elle a commencé depuis hier par une possibilité pour les soignants, les médecins, les infirmières, tout ça, de plus de 50 ans, qui depuis hier peuvent déjà aller se faire vacciner dans des centres dédiés contre le Covid-19, alors que ça devait arriver plus tard. Donc on a un début d'accélération, l'écho républicain le confirme, dans la région les vaccins arrivent. Je continue la presse en région, je ne vous montre pas tout, je vous montre ce qui ajoute des informations par rapport à ce qu'on vient de se dire. Voilà, l'Indépendant, là on est du côté de la Catalogne, les premiers vaccinés des Pyrénées-Orientales. Voilà, on voit que les vaccins ne font qu'arriver. Je continue. Ah, un petit sourire en une de la presse en région. Regardez, cette une, elle m'a fait rire. Le journal de Saône-et-Loire. Alors regardez le titre, en fait, il est bizarrement orthographié. Belle façon de recycler. Mais c'est pas belle façon de recycler, c'est belle. Hein, c'est belle. Est-ce que je fais bien la chèvre? Sondage en direct. Est-ce que je fais bien la chèvre? Belle façon de recycler. J'ai bien fait la chèvre ou pas? Oui, bien, ça va, c'était bien. Alors pourquoi cette belle façon de recycler? Parce que, c'est une histoire de, merci pour vos retours, de recyclage, les fameux sapins de Noël dont on se débarrasse là après les fêtes. Au lieu de finir à la déchetterie, nous apprend donc le journal de Saône-et-Loire, je me croyais à la ferme, nous dit Nico, merci beaucoup. Au lieu de finir à la déchetterie, les sapins peuvent devenir de la nourriture pour les chèvres. Ouais, c'est une expérience qui est en cours du côté de la Saône-et-Loire, et d'où cette une. C'est vrai que Samuel le goat, et goat ça veut dire chèvre aussi. Bien joué, bien vu, ça je l'avais pas vu venir celle-là. Donc petit sourire en une du journal de Saône-et-Loire, mais l'actualité revient à la une avec le fameux couvre-feu qui concerne 15 départements, là, le couvre-feu à 18h. Le journal du centre en parle parce que ça bouleverse le quotidien des habitants. Vous savez que certains départements, d'autres départements, peut-être même Paris, pourraient être concernés dans les prochains jours, ce couvre-feu à 18h. Sinon, voilà, moi je trouve que s'il n'y avait que une seule première page pour résumer un peu le climat général sur la vaccination en France, ce serait celle de la Marseillaise. Cette une vaccination, c'est un peu le grand bazar, c'est un petit peu le sentiment général. Je continue à passer en revue les unes de la presse quotidienne. Donc le vaccin arrive en Auvergne, on est toujours dans le centre de la France, avec la montagne. C'est une course contre la montre, enfin une course un petit peu lente,
Titre Nice Matin, les vaccins sont en vue à Calais. On voit vraiment que ça fait la une de tous les journaux. Cette attente. Ah, tiens, je ne l'avais pas vue, cette une. Elle est très intéressante, regardez. La une de la Nouvelle République. On est donc dans la région de Tours. Pourquoi ? On en parlait ce matin sur France Info. Je ne saurais vous recommander assez cette excellente matinale de France Info TV sur le canal 27. J'aime bien le présentateur, il est gentil, il n'est pas méchant. Il est sympa, il s'applique, il essaie de vous donner les bonnes infos. Et on a parlé de ça en début d'après-midi, 13h, 14h. Le président de la République se déplace à Tours, et c'est son premier déplacement sur le terrain, comme on dit, de cette année. Alors donc c'est important, il y a une sorte de symbole. Et est-ce qu'il se déplace sur le thème de la crise sanitaire ? Est-ce qu'il se déplace sur la question du Covid-19 ? Eh bien non, il se déplace sur un autre thème qui est la réforme des... Comment on appelle ça ? Est-ce que c'est marqué ? Oui, c'est marqué ici en une du journal. La réforme des pensions alimentaires. Il y a une très bonne réforme qui a été initiée par cette majorité du coup. Et qu'en France, il y a un problème au niveau des pensions alimentaires. Il y a beaucoup de femmes, parce que ce sont des femmes qui ne perçoivent pas les pensions alimentaires, qui ne sont tout simplement pas payées par leur ex-époux. C'est souvent dans ce sens, les femmes et les hommes. Les femmes qui attendent leur pension et les hommes divorcés qui ne payent pas. Voilà, c'est un vrai problème, parce qu'évidemment, il y a l'éducation des enfants, le loyer à payer, tout ça. Et il y a un nouveau texte qui entre en vigueur. Je vous le résume, mais en fait, les mamans seront assurées de recevoir les pensions alimentaires. Ce sera versé, je crois, par la CAF, c'est une réforme. Et puis, je pense qu'après, l'État se retournera vers le mauvais payeur, l'ex-mari qui a oublié de payer. Alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, cette première sortie présidentielle, je vois que ça, oui, c'est du vécu parfois dans le chat, cette histoire de pension alimentaire. Donc, c'est pas anecdotique du tout. C'est très important. Mais cette première sortie de l'année pour le président, elle est sur ce thème-là. Le message qu'il envoie un petit peu, là, Emmanuel Macron, c'est, il n'y a pas que la crise sanitaire. Pendant ce temps, le pays continue de tourner, il y a d'autres choses importantes. C'est un peu ce message-là. Est-ce que les Français vont l'entendre ? Le fait que sa première sortie de l'année ne soit pas sur le Covid-19, mais sur un autre thème, ce serait intéressant de le voir dans le prochain jour. En tout cas, voilà pourquoi cette une de la Nouvelle République, du côté de Tours, est importante. Voilà, Ouest France, tiens, je n'ai pas vu cette une ce matin. Ça aussi, c'est une nouveauté de l'année. C'est à venir dans pas longtemps. On en a parlé aussi sur France Info. C'est l'indice de réparabilité qui va arriver sur les produits électroniques et électriques. Donc c'est une nouvelle norme, parce que vous savez que c'est pour répondre aux accusations d'obsolescence programmée. Ça vous parle peut-être. Certains fabricants feraient un petit peu exprès que certaines pièces soient un peu fragiles. Comme ça, l'appareil ne dure pas trop longtemps. Puis comme l'appareil ne dure pas trop longtemps, qu'est-ce qu'on fait ? On rachète un. Donc il y a eu des enquêtes des associations de consommateurs là-dessus. Et là, il y a une première étape intéressante. Donc, il va y avoir un indice de réparabilité qui va arriver sur les appareils électroniques et électriques. Et je pense que Ouest France y fait allusion dans cette une télévision. Lave, linge, téléphone, ne jetons rien, tout se répare. En tout cas, ce serait bien que tout puisse se réparer. Allez, on finit avec la presse en région. Touk. Qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau qu'on n'a pas encore évoqué, qui peut nous apporter quelque chose de neuf par rapport à ce qu'on s'est dit pour l'instant. Voilà. Elle est bien cette une du Républicain Lorrain. Petite blagounette, petit jeu de mots. Vaccin anti-Covid, ça pique un peu. Enfin, ça pique un peu parce que c'est un vaccin, puis ça pique un peu parce que il n'y en a pas assez pour l'instant. Voilà. La une du Télégramme dont je vous parlais, qui est l'autre quotidien breton à part Ouest France, eh bien le voici. Les premiers vaccins arrivent seulement en Bretagne. Donc vous voyez, on n'est pas dans une grande précipitation. Il faut accélérer, nous dit encore la Voix du Nord. Là, on est du côté de Lille, on est dans le nord de la France. La course contre la montre, on en parle aussi dans le sud. La preuve avec Var Matin. Et voilà. Bon, c'est très intéressant. Ce petit passage en revue des vous êtes 7500, on a commencé il y a 19 minutes, oh là là, j'aurais tellement envie de rester avec vous longtemps ce matin, ça aurait été sympa, mais bon, on s'arrête à 10h30, pétante, because réunion importante à France Télévisions. Donc intéressant ce passage en revue, je trouve, de la presse en région, parce qu'on voit vraiment que à la une des préoccupations, il y a cette histoire de campagne vaccinale qui pose question. Après, il y avait un dessin, je crois que c'était hier dans le Parisien, à moins que ce soit plutôt d'ailleurs... je crois que c'est en une du Monde.
Et c'est bien que j'en parle parce que je crois que j'allais oublier de vous parler du Monde que j'ai lu hier. Est-ce que c'est... Je vais aller voir la une du Monde. Est-ce que c'est pas un dessin de Plantu? Mais quel craquito! J'aime bien m'envoyer des compliments. Hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Je crois qu'on est là. Paf! Regardez ce dessin de Plantu en bas à gauche. Alors c'est un Français avec une casquette qui râle. Bon, c'est un Français, hein, donc il râle, c'est normal. Il s'adresse manifestement à un médecin ou un infirmier avec sa seringue. C'est quoi ces retards? Vous voulez nous faire crever? Et donc on voit l'infirmier ou le médecin qui se précipite avec sa piqûre. Et puis le même Français hein, qui dit cette fois quoi me faire vacciner plutôt que crever. Donc voilà, je pense qu'on aurait c'est la question évoquée par Plantu dans ce dessin, c'est imaginons si la campagne avait été massive, si on avait un petit peu poussé à la roue pour vacciner tous les Français, beaucoup sans doute auraient dit mais qu'est-ce que c'est que cette campagne, attention, moi je veux pas forcément me faire vacciner, les vaccins, est-ce qu'on l'a pas préparé trop vite, etc. Donc ça aurait râlé à mort, et là parce que c'est trop lent, ça râle aussi. C'est un petit peu la France quand même. Donc voilà, je le trouvais sympa et assez pertinent ce dessin de Plantu. Puisqu'on est avec Le Monde, eh bien je trouve que cet excellent quotidien, donc qui paraît la veille, hein, qui paraît dans l'après-midi, là il est daté du mardi, et donc il sort, il est disponible notamment sur internet et puis dans les kiosques. Évidemment, acheter les journaux c'est important pour soutenir la presse et les kiosquiers aussi, ils en ont besoin. Eh bien ce journal, parfois notamment dans son premier titre, résume très très bien la polémique du moment en quelques mots. Donc je vais vous lire ces quelques mots parce que je trouve que Le Monde résume bien tout ça. Covid-19, la rentrée périlleuse de l'exécutif, alors que les laborieux débuts de la campagne de vaccination font polémique, Emmanuel Macron et le gouvernement sont la cible de vives critiques, ok, pas de problème. L'opposition dénonce l'emprise de la bureaucratie sanitaire et souligne les fluctuations de la communication au sein de l'exécutif. Ça rappelle les polémiques sur les tests et sur les masques, ça. Dans certaines régions, on l'a vu à l'instant avec la une de la presse en région. La livraison des doses a pris du retard. Les médecins manquent pour effectuer les consultations pré-vaccinales. Est-ce que tout ça a été bien préparé? C'est la question. Et dans le Grand Est, où le couvre-feu à 18h est entré en vigueur, plusieurs élus contestent la stratégie de lutte contre l'épidémie. Voilà, je trouve que en 4 petits paragraphes, là, un petit résumé assez sympa sur la situation sanitaire en France. Regardez ce qui fait aussi la une, comme de Libération. Excusez-moi, je n'ai pas le Covid, mais j'ai un petit virus donné par les enfants, la joie d'être papa, qui traînasse un peu. J'espère que je vais m'en débarrasser longtemps, mais de temps en temps je tousse, j'ai le nez qui coule, c'est pas très grave. Je voulais montrer la une de Libération de nouveau. Donc elle est là. Hop. Alors, donc Libération, je vous l'ai montré tout à l'heure, se penche sur le cas Trump. J'ai pas dit que c'était un cas psychiatrique, j'ai dit que c'était le cas Trump. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est fou ça. Et regardez, Le Monde s'intéresse aussi dans le détail. Alors vraiment, si vous connaissez pas l'histoire, c'est super intéressant, à ces ultimes pressions électorales de Trump. Je vous lis ces quelques mots. Le président américain sortant a vainement demandé, c'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, au secrétaire d'État de Géorgie, qui est dans son camp, qui est un républicain, de lui trouver les voix. Trouve-moi les voix, mec. J'ai pas gagné dans l'État. Va me trouver les voix pour gagner. C'est une conversation téléphonique qui a été enregistrée, qui a été diffusée par le Washington Post, donc on l'a entendu. Trouve-moi les voix pour renverser le résultat, alors que la certification des résultats, c'est le 6 janvier, donc c'est demain. Je vous disais dans quelques jours, vous avez vu, je me suis trompé, l'homme est faillible, quelques jours en fait, c'est demain. Et article dans Le Monde sur l'obstination de Trump qui déchire les États-Unis. Je vous lis les quelques mots de cet article. Donc, conversation téléphonique, je vous en parlais, c'était le 2 janvier avec le responsable électoral de l'État de Géorgie, qui est un républicain, c'est donc un homme de son camp. Et que dit Trump, notamment ce monsieur qui est très gêné au téléphone, on l'entend dans la conversation. Il est impossible que nous ayons perdu. C'est impossible. Nous avons gagné. Avec des centaines de milliers de voix, dit Trump. Tout ce que je veux, dit-il un peu plus loin, c'est ici, je mets du jaune là où c'est important, tout ce que je veux, c'est trouver, il a fait ses comptes, le président, 11 780 voix, soit une voix de plus que ce que nous avons. Pourrais-tu faire une pause de 2 minutes pour se faire un café? Je peux pas, les gars, je vous quitte à 10h30. Parce que nous avons gagné dans l'État. C'est ce que je vous dis. Donc il demande de recompter, et puis il dit, tu recomptes, mais tu recomptes bien. Tu recomptes dans le bon sens. Voilà. Alors, vous imaginez la polémique aux États-Unis. Il y a beaucoup de réactions dans les deux camps, dans le camp républicain, dans le camp démocrate. Et ça inquiète notamment les constitutionnalistes. Parce que demain, donc 6 janvier, c'est la date de la certification
des résultats de l'élection présidentielle. C'est le Congrès qui est réuni en session plénière. Donc le Congrès, c'est la réunion du Sénat et de la Chambre des représentants, si je ne me trompe pas. Et bon, il se réunit pour entériner le résultat de la présidentielle. Le Monde nous explique que d'habitude, c'est une pure formalité. C'est le truc, voilà, il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu. Le Congrès se réunit, il dit voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Mais là, c'est plus compliqué cette année. Et Le Monde nous explique qu'à l'effroi de constitutionnalistes, spécialistes des politologues en quelque sorte, le nombre de représentants républicains ayant décidé de rejeter la proclamation de la victoire de Joe Biden, qui vont refuser d'accepter finalement cette victoire, s'élève maintenant à plus d'une centaine pour 211 élus. Là on parle de la Chambre des représentants, soit pratiquement 1 sur 2. Pourquoi ils font ça ? Pas forcément, explique Le Monde, parce qu'ils pensent réellement que Joe Biden n'a pas gagné, mais plutôt parce que, c'est expliqué ici, tous craignent les foudres de la base trumpiste des élections de Trump, aux prochaines élections, notamment aux élections locales. En fait, ils ne veulent pas que dans les prochaines campagnes électorales, notamment locales, ils aient des électeurs républicains de Trump qui les interpellent en disant « Mais dites donc, le fameux 6 janvier, vous avez entériné la victoire de Joe Biden, je ne vais pas voter pour vous, vous êtes un traître. » Donc on a une espèce de tension extrême, là, qui est très bien décrite par Le Monde dans cet article que je vous recommande, c'est page 2, dans la dernière édition. Voilà. Que dit enfin l'article ? Ah oui, ça aussi c'est passionnant. Quand Trump s'est installé au pouvoir, donc 2017, certains pessimistes s'inquiétaient de ce qui adviendrait si Trump refusait de quitter la Maison-Blanche. À l'époque, tout le monde rigolait, l'hypothèse paraissait totalement farfelue. Un président qui ne voudrait pas quitter la Maison-Blanche. Elle l'est moins aujourd'hui, notamment si on en juge par le texte sans précédent publié le 3 janvier dans le Washington Post par 10 anciens secrétaires américains à la défense, démocrates, républicains, des deux camps, qui ont mis en garde les militaires, l'armée américaine, contre toute tension d'accepter des ordres qui émaneraient de Donald Trump pour le faire rester à la Maison-Blanche. Vous voyez, ça ressemble à un scénario de science-fiction politique, de série américaine complètement fou. Je feuillette le Monde pendant que je vous parle, ça c'est la météo. Et en fait, ça ne l'est pas, on est dans la réalité, et parfois, c'est ça qui est passionnant avec l'actualité, la réalité dépasse la fiction. C'est assez étonnant quand même, hein, voilà. Donc je suis content finalement d'avoir pensé à ce dessin de Plantu sur la crise sanitaire, parce que ça nous a ramené à cette très belle une du Monde. C'est une catastrophe, je dois vous quitter dans une demi-heure, et puis j'ai eu 1000 journaux à vous lire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Bon, alors, pourquoi ça bloque ? La une du Parisien, je vous l'ai montré. Il y a cette histoire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dans le Parisien aussi, qui est une histoire ô combien délicate, mais je crois que c'est important d'en parler parce que c'est un thème qui est très compliqué, qui est très difficile. Je ne vais pas faire un quart d'heure là-dessus, mais c'est une histoire d'inceste qui implique quelqu'un qui est très connu dans les milieux universitaires et politiques français, puisqu'il s'appelle Olivier Duhamel. C'est un grand politologue, il a été professeur à Sciences Po, il est président de la Fondation nationale des sciences politiques, puisqu'il vient de démissionner. Je vous résume l'histoire, parce que les médias commencent seulement à en parler, je vous la résume, parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans notre petit rendez-vous, la matinée Étienne, moi je ne suis pas très fait divers, hein, c'est pour choquer, frapper, évoquer le sang ou les drames, mais quand le fait divers nous parle de notre société et éventuellement nous fait réfléchir sur la façon de la faire évoluer positivement, là c'est intéressant, je crois que c'est le cas. Je vous lis ces quelques mots de l'article du Parisien sur cette histoire d'inceste. Les affaires d'inceste n'épargnent aucune classe sociale, mais souvent elles se distinguent par une omerta capable de tétaniser toute une famille, et même au-delà, et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est ce silence que Camille Kouchner, c'est cette jeune femme ici, entend briser, racontant dans un livre en fait, les sévices qu'aurait subi son frère dès ses 13 ans. Son récit, ce livre, intitulé La Familia Grande, à paraître jeudi aux éditions du Seuil, mais les bonnes feuilles. Certains passages sont déjà sortis dans la presse, et notamment dans Le Monde, qu'on lisait à l'instant. Ce livre donc accuse son beau-père, Olivier Duhamel, politologue reconnu et largement médiatisé. Le Monde et l'Obs en ont publié, je vous le disais, les bonnes feuilles hier. Fille de Bernard Kouchner, la jeune femme que j'évoquais à l'instant, Bernard Kouchner, oui, l'ancien ministre de la Santé, et d'Evelyne Pizier, le couple a eu 3 enfants lors d'un premier mariage. Et celle qui est devenue aujourd'hui juriste et spécialiste du droit du travail sait parfaitement que les faits relatés sont prescrits. Hein, les faits, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, il n'y aura pas de procès. Les faits sont prescrits. Pourquoi a-t-elle écrit ce livre, qui va donc sortir demain ? Elle le dit,
je ne pouvais plus me taire, raconte-t-elle dans son entretien accordé à l'Obs. Il y a un an, j'ai expliqué à mes enfants ce qui s'est passé. J'avais besoin de leur montrer qu'on n'allait pas tous emprisonner, qu'on n'allait pas rester emprisonnés dans ce silence. Je vous ai résumé l'affaire. Vous irez chercher dans la presse des explications parce que c'est une affaire compliquée. Pourquoi notamment cette affaire qui a priori se savait au sein de cette famille n'est pas sorti plus tôt. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que l'inceste est un tabou. Et les victimes, du coup, sont, étouffées par ce silence, ce tabou. Et voilà, peut-être que cette affaire va pouvoir faire un petit peu avancer les choses. Mais comme je me disais que vous alliez peut-être en entendre parler dans l'actualité, je voulais vous en dire un mot ce matin. La une du Figaro, je vous l'ai montré. Hein, un président Macron qui cherche à reprendre la main. On en a parlé, c'est assez. J'aime bien cette petite page 16 du Figaro aujourd'hui, parce que c'est 2021 en 10 questions. 2021, sport en 10 questions. Et les 10 questions importantes de l'année. C'est super rapide à lire et c'est bien fait. Les événements sportifs attendus de cette année en 10 questions importantes. Par exemple, là c'est imminent. Est-ce que Bestaven, ou Bestavin d'ailleurs, va gagner le Vendée Globe au nez à la barbe des favoris? C'est lui là, vous le voyez, il vient de passer le Cap Horn, on le voit avec sa petite pancarte qui est en tête du Vendée Globe. C'est une surprise, on ne l'attendait pas du tout là, et c'est peut-être lui qui va gagner. Ils viennent de passer le Cap Horn, donc ils sont en train de revenir vers la France, et donc c'est peut-être lui qui va s'imposer. Mais bon, rien n'est jamais joué dans une course à la voile, bien sûr. Est-ce que le 15 de France... Alors ce qui est marrant, c'est que le Figaro à chaque fois dit oui ou non, les probabilités. Là par exemple, pour le navigateur, c'est oui. Est-ce que le 15 de France va réussir le Grand Chelem dans le tournoi Destination? C'est plutôt non, même si le 15 de France est super en forme. Merci Fabien Galtier. Est-ce que Federer va annoncer sa retraite? Non, pense le Figaro. Est-ce que Tiger Woods va remporter un 16e majeur? Non, même si le Figaro reconnaît qu'il a quand même un comeback incroyable. Est-ce que Lewis Hamilton en Formule 1 va dépasser Schumacher? C'est oui pour le Figaro. Est-ce que les Jeux Olympiques de Tokyo, vous savez, qui ont été repoussés et qui vont se dérouler en 2021, vont se dérouler normalement? Bon, là, il n'y a pas besoin d'être un devin ou un mage. Et le Figaro répond non, forcément, ça va être compliqué avec la crise sanitaire. Est-ce que Teddy Riner va obtenir une 3e médaille d'or olympique? Là, c'est oui pour le Figaro. Est-ce que les Bleus de Deschamps seront champions d'Europe? C'est cool. C'est oui pour le Figaro. Est-ce que Tadej Pogacar, c'est le dernier vainqueur du Tour de France, peut signer un doublé? Non, selon le Figaro, parce que maintenant il est attendu. Ce ne sera pas la surprise. Est-ce que, pour les fans de foot, le PSG pourra conserver Kylian Mbappé lors du mercato d'été? Suspense. C'est oui pour le Figaro. Ça vaut ce que ça vaut, c'est des prédictions, mais je trouvais ça sympa et ça nous a permis rapidement d'évoquer, je range le Figaro, quelques-uns des événements sportifs importants de cette année. La une des Échos sur la polémique vaccinale. Alors, il y a une page très intéressante dans les Échos sur cette question. J'espère que c'est pas trop long. Non, c'est bien, je vais vous le dire. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère des pandémies? Est-ce que cette épidémie qu'on est en train de connaître ne serait que la première d'une série de pandémies? Ça fait un peu froid dans le dos. Pour Mbappé, j'ai dit qu'il disait oui, qu'il va rester. Je vois qu'il y a une question dans le chat. C'est l'avis du Figaro. Hein. Ça n'engage que le Figaro. Un petit peu au doigt mouillé cette histoire. L'ère des pandémies ne fait que commencer. 6 épidémies planétaires ont frappé l'humanité depuis la grippe espagnole. Écrit donc les Échos. Et la tendance va s'accélérer selon les spécialistes de la biodiversité. C'est incroyable. Alors pourquoi ça pourrait s'accélérer? Ce sont des experts en fait d'une grande plateforme scientifique qui s'appelle la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques qui publie ce rapport en cette fin d'année 2020 là. Et puis les Échos en parlent ce matin. Pour en arriver à cette conviction qu'on va avoir peut-être, si on ne change pas certaines choses, une série de pandémies comme ça mondiales qui va nous tomber sur le coin du nez. Pour en arriver à cette conviction, ces chercheurs ont compilé près de 700 articles de recherche montrant que, les activités humaines à l'origine du changement climatique, agriculture intensive, artificialisation des sols, mondialisation des échanges commerciaux sont les mêmes qui offrent un tapis rouge aux agents pathogènes pour l'homme. En fait, l'homme serait responsable, selon ces scientifiques, de ce cadre, de ce terreau fertile aux prochaines grandes épidémies. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué, mais c'est bien expliqué dans les Échos. Même moi, j'ai compris. Je vois que les fleurs de pont sont très présents, là. J'avais les amis de Rayou, déjà d'étoiles, et puis je vois qu'il y a plein
plein d'amis de Ponce dans le chat, et que je salue d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Pourquoi, salut à tous. Pourquoi ça? Parce que la plupart des agents pathogènes zoonotiques ne sont pas bien adaptés aux humains. Donc en fait, je simplifie, les virus qui sont dans la nature du côté des animaux, ils passent très difficilement chez les hommes. Il y a juste des petites apparitions sporadiques, voilà, sur quelques cas comme ça, mais ça ne conduit pas à des épidémies. Or, ce brouhaha, ces petits échanges comme ça, de ci, de là, est littéralement dopé par la pression exercée par l'homme sur les écosystèmes. 30% des maladies infectieuses émergentes sont attribuées au changement d'utilisation des terres, à l'expansion agricole, à l'urbanisation. Cette intrusion de l'homme donc dans la nature de plus en plus, d'accord ? Notamment l'abattage de forêt, tout ça, crée une promiscuité inédite avec certains animaux, avec certains virus, dont la plasticité génétique autorise aisément le passage d'une espèce animale à une autre, à l'homme en particulier. C'est l'activité... Oh là là, c'est tout. C'est l'activité humaine, eh bien, qui peut, créer ce terrain favorable à l'apparition de nouveaux virus transmis à l'homme et donc éventuellement d'épidémies. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Je voulais partager avec vous cette lecture des Échos. J'ai des trucs plus légers quand même ce matin. Bon, la une de l'opinion, vaccination, 7 pistes pour éteindre la crise. Je vous la lis très vite, c'est très intéressant mais on n'aura pas le temps. C'est des conseils que l'opinion donne au gouvernement pour améliorer un petit peu sa stratégie vaccinale. 1. Pitcher le produit, vendez-nous un petit peu le vaccin, envoyez les ministres sur les plateaux pour nous dire que oui, c'est bien de se faire vacciner. C'est vrai qu'ils sont relativement discrets sur la question, sinon très discrets même, je dirais. Envoyez les politiques au front. On pourrait imaginer, comme on l'a vu dans d'autres pays d'ailleurs dans le monde, des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, des députés, se faire vacciner en direct devant les caméras pour donner le bon exemple. Jusque-là, ça ne s'est pas vu sauf erreur. Est-ce qu'il faut donner un coup de balai dans le gouvernement? Demande même l'opinion, c'est le point 3. Question 4, accélérer le tempo de la vaccination, on en a parlé. Desserrer les taux administratifs, c'est ceux... Alors, venant de l'opinion, c'est normal, c'est un journal libéral qui trouve de toute façon qu'il y a trop de carcans administratifs, trop de règles administratives en France. Donc l'opinion en profite pour dire un petit peu moins de règlements, un petit peu moins d'administration, et puis ça va mieux marcher. Bon, venant de l'opinion, c'est normal. 6. Transformer des citoyens en ambassadeurs. Ça, c'est l'idée du panel citoyen qui va être formé dans les prochains jours. L'idée est lancée, qui vont être tirés au sort pour faire remonter les peurs, les résistances, les questions éthiques que peut susciter la vaccination. Bon, certains disent que c'est un petit peu un comité Théodule, ce truc. Est-ce que ça va vraiment être utile, ce panel citoyen? Bon, certains doutent, pourquoi pas, on va voir. Et puis 7. Ça c'est polémique. Plancher sur un passeport sanitaire. On en a entendu parler il y a quelques jours, ça, à l'occasion d'un texte de loi qui a été aussitôt retiré devant la polémique. Ce serait l'idée de... Tiens, vous savez quoi, on va faire un petit sondage là-dessus, parce que c'est intéressant. Réserver l'accès des lieux publics, restaurants, cinémas, etc., aux seules personnes vaccinées. C'est ça un passeport sanitaire. Donc en gros, vous auriez le droit de circuler un petit peu où vous voulez si vous êtes vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, certains lieux publics, bon là c'est l'exemple des restaurants, des cinémas, mais on pourrait imaginer les transports publics aussi, vous serez interdit. Ça, à un moment, on a cru le voir dans un texte de loi d'origine gouvernementale qui arrivait à l'Assemblée. Ça a été retiré en catastrophe par le gouvernement devant une montée de boucliers, mais l'opinion dit, voilà, c'est un des outils. On va faire un petit sondage très rapide, sans perdre de temps, pour avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'il y a un côté, efficace, ok, passeport, comment ça s'appelle donc passeport sanitaire, voilà, comme ça le virus circule plus, et puis de l'autre côté, il y a un côté, bien sûr, atteinte aux libertés. Hop, je crée un sondage très rapidement, nouveau sondage, toc. Question, êtes-vous... Je vais dire favorable. Hop, êtes-vous. C'est pas le bon petit. Ce clavier, je suis pas encore habitué. C'est bon, on est parti. Êtes-vous favorable à un passeport sanitaire? Je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Donc, j'explique pas dans la question de quoi il s'agit. Pour ou contre le passeport sanitaire, on va faire très simple. Première réponse possible, oui. Ok pour le passeport, un petit passeport, je vais où je veux. Non, j'en veux pas. Deuxième réponse, c'est parti pour le sondage. N'hésitez pas à faire un petit F5 dans le chat pour éventuellement l'actualiser et voir le sondage qui s'affiche. Je vais vous commenter en direct les résultats.
Qu'est-ce qu'on a C'est très serré. Oh, c'est très intéressant. C'est très serré, contrairement au sondage que j'ai fait ces derniers jours sous d'autres questions, notamment sur le vaccin. 48-52%. Ah, c'est la première fois qu'on a ce cas de figure. C'est très intéressant. Vous êtes extrêmement partagé. Déjà, 3000 votants. 3000 votants. Et c'est du coude à coude. Oui, 49%. Non, 51% pour l'instant. Vous êtes acharné. Hein. Vous êtes déjà pas loin de 4000 à voter. Je vais en profiter pour prendre un café, moi. Voilà, la barre des 4000 votants est largement dépassée et c'est du 50-50, c'est incroyable. Voilà. Alors en général, ce qui se passe, c'est que la première tendance, elle est confirmée dans les minutes qui suivent. J'ai lancé le sondage pour 2 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir l'arrêter parce que là, on est à 50-50 tout pile, ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que vous êtes quand même 4400 déjà à avoir voté et vous êtes à une totale égalité. Donc si je poursuis une minute ou deux, on va peut-être avoir du 51-49, mais ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Je termine le sondage, puisque la démonstration est faite que c'est une idée extrêmement clivante. 50-50, voilà, j'arrête le sondage sur cette question. Moi, c'est pas un sujet que j'ai creusé, je n'ai pas d'avis à titre personnel, mais je pense que ce matin, j'ai bien fait de vous poser la question. Je vois dans le chat certains qui me disent « Mais t'avais pas une réunion ce matin ?» Oui, c'est vrai que j'en ai parlé hier dans notre petit rendez-vous. J'avais une réunion, j'ai toujours d'ailleurs, une réunion très importante au plus haut niveau de France Télévisions, pour présenter la nouvelle grille de rentrée en cette année 2021, notamment pour l'information. Et en fait, cette réunion a été un tout petit peu décalée. Donc elle est à 11h, ça veut dire qu'à 10h30, je vous quitte. Je mets un nouveau t-shirt tout propre, une belle veste, je me jette dans un taxi et je vais à ma réunion. Mais comme j'ai vu que on avait une petite heure ensemble, je me suis proposé de la passer avec vous. Et j'ai bien fait parce que vous êtes plus de 10 735. Vous êtes les meilleurs. La Croix, je vous en ai parlé rapidement, je vous résume ce dossier très intéressant si ça vous intéresse. Sur la piste du virus, La Croix fait ce constat extrêmement intéressant qu'un an après la fermeture du fameux marché de Wuhan en Chine, un marché aux animaux notamment, eh bien les scientifiques peinent à reconstituer le parcours du coronavirus, à remonter aux origines de la pandémie. À ce jour, on ne sait toujours pas comment ce virus est né. Quelle mutation? De quel animal? On sait que le pangolin a été accusé au début. Vous vous rappelez, le pauvre pangolin, comment il a pris cher, le pangolin, il y a un an. On pensait que c'était l'animal, en fait, qui avait fait passer le virus de la chauve-souris à l'homme. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr, en fait, que c'est pas lui. Donc, innocent le pangolin. Clamez-le haut et fort. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont encore persuadés que c'est la faute du pangolin. C'est pas du tout lui, mais on n'est pas plus avancé. On ne sait pas d'où ça vient. Or, c'est très important, nous explique La Croix ce matin, parce qu'il faut comprendre bien sûr comment ce virus est né, d'où il est parti, de Chine, pas de Chine, voilà, et comment il est né, parce que c'est en comprenant comment il est né, bien sûr, qu'on va pouvoir mieux lutter, un contre ce virus, d'autres contre d'autres pandémies, ces pandémies qui pourraient se multiplier, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en lisant la presse. Bon, la une de Libération. C'était également la une du Monde. On a lu les explications du Monde sur ce qui s'est passé, ce truc totalement surréaliste, ce coup de fil du président américain à un responsable de Géorgie en lui demandant de recompter les bulletins de vote pour que l'élection bascule dans son camp, recompter dans son sens, dans le bon sens, comprenez. Et on a un édito de Libération ce matin qui n'en revient pas, qui écrit, c'est Paul Quignot, ici dans Libé, page 2, je lis, on pensait avoir tout vu, tout entendu. On se disait que chaque journée nous éloignant de l'élection de novembre finirait par calmer Donald Trump, que chaque décision de justice réfutant les accusations de fraude l'obligerait à reconnaître la victoire de son adversaire démocrate, que la passation officielle du 20 janvier, le 20 janvier, passation officielle, approchant, eh bien les républicains ramèneraient le président sortant à la raison. Ça, c'est ce qu'on pensait. On avait tort, on se trompait, écrit Paul Quignot. Donald Trump a donc cru possible, comme l'a révélé le Washington Post, je vous ai raconté l'histoire, d'appeler le responsable électoral républicain de Géorgie pour lui demander avec insistance de trouver 11 780 voix afin d'inverser le résultat de la présidentielle dans son État. On se pince, je me pince puisque Paul Quignot me demande, ok, je me pince, et après qu'est-ce qui se passe? On se pince. Mais l'enregistrement de la conversation ne laisse place à aucun doute. L'encore locataire de la Maison-Blanche ose demander à son interlocuteur de trafiquer le résultat. Ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'on n'est jamais déçu en fait. Voilà. Je vous signale 2 dossiers que je ne vous lirai pas, parce que sinon je ne vais pas à ma réunion. Et ça, c'est No Way. Mais ils sont très intéressants.
vous avez 2 pages super intéressantes sur, je vous lis le titre, pour fliquer leurs employés, les entreprises remuent logiciels et terres. Ah, c'est pas dans toutes les entreprises, hein, mais Libération s'intéresse à ce phénomène. Vous savez, à l'explosion du télétravail, tout ça, puis bon, globalement, au fait que tous les salariés maintenant sont sur ordinateur. Il y a des logiciels qui, en plus de faire leur job, je sais pas, le logiciel je dis n'importe quoi, enfin pour travailler sur un truc d'entreprise, calcule aussi un petit peu et comptabilise et compte la présence du salarié, combien de temps il est resté devant son ordinateur, quel logiciel il a ouvert, combien de temps il a travaillé sur ce logiciel, est-ce qu'il a été actif sur ce logiciel. Vous voyez ce genre de truc. En fait, pour surveiller l'activité du salarié, c'est des choses qui existent. Libération dit que ça n'est pas beaucoup répandu pour l'instant dans les entreprises, voilà, qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'en sont équipées. Il y en a même certaines qui l'ont testé, qui sont revenues en arrière. Ça, c'est illégal, hein. Dans un pays comme la France, surveiller de cette façon-là, de façon cachée, l'activité d'un salarié, c'est illégal. Mais il y a un dossier très intéressant. Et puis, pour les amis des animaux, je signale, ça c'est très intéressant, c'est 2 pages aussi, course hippique, galop, décès, mais jeu de mots, décès en un seul mot. En 2019 en France, 135 chevaux ont perdu la vie en participant à une course. Pointé comme une maltraitance animale, ce constat fait doucement bouger les lignes de la filière équine. Bon, c'est le phénomène de la mort de chevaux, notamment après des chutes, des fractures, lors de courses hippiques. Alors le milieu hippique dit non, c'est un tout petit nombre de chevaux et tout. Bon, certains ont compilé les chiffres, on arrive à 135 chevaux qui ont perdu leur vie en 2019 en France. Le pourquoi, le comment, est-ce qu'on peut baisser ce chiffre, est-ce que les chevaux sont maltraités? Dossier dans Libé, mais qui est bien fait. Alors ça, il nous reste que 15 minutes, mais on va prendre le temps obligé. La une de l'Humanité qui se fâche sur ce qui se passe à Calais, l'UMA, avec ce titre qui claque, qui interpelle. Moi je l'ai lu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? La chasse à l'homme ici, c'est tous les jours. Bon, chasse à l'homme, le titre un petit peu exagéré, mais c'est pour piquer notre curiosité. Dans la ville portuaire, brutalité et humiliation sont quotidiennes pour les exilés qui rêvent d'Angleterre. Alors, en fait, l'Humanité a envoyé un reporter à Calais et qu'a constaté ce reporter? Je vous lis ces quelques lignes. Début du reportage. C'est Paul Ricot de l'UMA qui signe ce papier. En ce petit matin du 24 décembre, les ombres de 4 fourgons de gendarmerie mobile se mettent en place devant le commissariat de Calais. Le signal est donné, le cortège se met en route. La tournée des expulsions des campements de fortune commence. Afin de dissuader les exilés de s'installer sur les terrains vagues, aux abords des routes ou sous les ponts du centre-ville, les occupants de chaque lieu sont délogés à un rythme de tous les 2 jours environ. Depuis la fin de la fameuse jungle de Calais, je ne sais pas si vous vous souvenez, en octobre 2016, l'élimination de ce qu'on appelle les points de fixation par la mairie et la préfecture. J'ai perdu un truc. Il est là. Semble tourner à l'obsession. Le reportage continue. À la fin de la matinée, l'arrière des camions des services de nettoyage est rempli des affaires saisies sur les campements. Les tentes à peine démontées et encore chargées d'objets sont jetées, sans ménagement. Les couvertures sont piétinées, les sacs balancés dans la benne. Après les expulsions, les exilés, avec l'aide des associations, tentent bien de récupérer quelques effets personnels. Quand les téléphones portables sont retrouvés, ils ne sont pas toujours en état. Quant aux tentes, elles sont parfois lacérées à coups de couteau pour les rendre inutilisable. Et puis, et je termine là-dessus ce reportage, le reporter donne la parole à Joseph, qui est un bénévole du secours catholique, qui se dit scandalisé par les violences policières répétées. Il soulève la casquette d'un jeune homme, d'un migrant qui est installé à l'écart des autres. Il a une plaie tout juste recousue qui court tout le long du crâne. Et Joseph, le bénévole du secours catholique explique, quand ils demandent à récupérer leurs affaires, c'est souvent là que ça se passe mal. Lui, il voulait récupérer son portable et il s'est fait tabasser. Voilà. Bon, alors c'est un sujet compliqué, c'est celui des migrations, notamment de l'immigration illégale, mais ce que dit l'UMA, c'est que, au-delà des débats, il y a une façon de traiter ou de ne pas traiter les gens, et c'est ce que dit Stéphane Sahuc dans son édito ce matin. Qui peut penser que laisser ces hommes et ces femmes dans des conditions toujours plus invivables et anxiogènes fera disparaître les raisons qui les poussent à partir de leur pays? Rendre plus difficile la vie et la survie des migrants n'a d'autre conséquence que leur rendre la vie plus insupportable. Voilà, c'est en tout cas l'avis, je sais que c'est un débat
qui partagent les Français, mais c'est l'avis de l'humanité et je voulais vous le lire. Comme je vous le dis souvent, lisez la presse, mais lisez les journaux, parce que autant de journaux, c'est autant de regards sur l'actualité, et c'est en croisant les regards que vous ferez le vôtre. Voilà. Il ne faut pas rester enfermé dans ses certitudes, lire toujours les mêmes choses. Mais déjà, si vous commencez à lire les journaux, c'est bien. Ah, ce feuilleton incroyable de Jack Ma. Oh, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est les blagounettes. Est-ce que c'est ta voisine qui est en petite tenue en face? Les blagounettes dans le chat. Je vous parle de choses sérieuses. Ah, c'est incroyable ça. Oui, Jack Ma, Alibaba. Hein, alors là, c'était quasiment Dieu en Chine. Hein, cet entrepreneur à l'histoire totalement incroyable et qui vit une totale disgrâce. La disgrâce de Jack Ma, icône du capitalisme chinois. C'est une histoire incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de Jack Ma depuis plusieurs semaines. On ne sait pas où il est. Il ne donne pas de nouvelles. Comment Jack Ma, l'icône chinoise de la tech, est tombée en disgrâce à Pékin. C'est le fondateur d'Alibaba, je l'ai vu dans le chat. Ah oui, il faut que je coupe le son de mes mails. Ah oui, c'est vrai que vous entendez mes mails. Comment ça se fait d'ailleurs? C'est drôle. Où est-ce qu'ils sont mes mails? Depuis tout à l'heure, je me demande où ils sont. Vous les entendiez donc mes mails? Je me dis qu'ils n'entendent pas. J'ai un trop bon micro. Allez, je vous coupe les mails. Voilà, exaucé les gars. C'est coupé, il n'y a plus de mails normalement. Depuis novembre, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Ant. Ant, c'est l'autre entreprise fondée par Jack Ma. En fait, c'est pour les produits financiers notamment. Il y a Alibaba et puis il y a Ant, A-N-T. Ce joyau technologique qui a su définir les règles de la finance en Chine. Il y a eu d'abord le 3 novembre l'annulation surprise de ce qui devait être la plus importante introduction en bourse de l'histoire. Ça devait être un truc énorme. Annulé par les autorités chinoises. Dans la foulée, les régulateurs ont lancé une enquête antitrust sur ces pratiques monopolistiques. Ça ne sont pas très bons. Dans l'une des nombreuses biographies consacrées à Jack Ma, vous connaissez peut-être l'histoire incroyable de ce monsieur. Jack Ma se vantait de ne pas avoir peur d'adversaires plus grands que lui. Enfant, petit et maigrichon, il avait dû se battre pour s'imposer. Sa ténacité est légendaire. Il s'est présenté 10 fois à Harvard. 10 fois à Harvard. Il a échoué autant de fois. Vous connaissiez peut-être l'histoire. C'est cette persévérance qui l'a accompagné tout au long de son incroyable ascension en Chine, depuis la fondation d'Alibaba dans un petit appartement de Hangzhou en 99 jusqu'à celle d'Alipay en 2004, puis Dent, dont je parlais à l'instant, 10 ans plus tard. Son empire a bouleversé à jamais les comportements du consommateur chinois et du système bancaire. La conviction que son génie l'emporterait sur tout le reste a provoqué sa disgrâce. Voilà, il n'a pas vu la fin arriver. C'est ce que nous explique ce matin Le Figaro dans ses pages écho. Vous voyez la couleur saumon un petit peu de ses pages. C'est les pages écho du Figaro. Jack Ma s'est justement heurté à un adversaire plus puissant que lui. Quel est cet adversaire? C'est le président chinois Xi Jinping lui-même, explique Le Figaro, qui, selon le Wall Street Journal, aurait ordonné l'annulation de la cotation en bourse Dent. Voilà. Donc, grâce et disgrâce de celui qui était considéré comme l'un des hommes les plus puissants, pas seulement de Chine, mais du monde. Et manifestement, le pouvoir politique aujourd'hui, on a décidé autrement. Alors, ce qui est intéressant, il nous reste quelques minutes. Je vous dis juste pourquoi. Pourquoi il y a cette reprise en main. C'est très bien expliqué par cet article que je trouve vraiment bien troussé. D'abord, il y a eu la crise financière de 2008-2009 qui a convaincu le pouvoir chinois qu'un système purement capitaliste ne fonctionnait pas. Vous savez, le système chinois, c'est très particulier. Économiquement, c'est un système capitaliste, avec des entreprises publiques, mais un secteur privé qui a une grande liberté. Politiquement, c'est un système communiste. D'aucuns diraient une dictature communiste. Donc c'est ce mélange très atypique. Mais un système purement capitaliste ne fonctionnait pas. C'est le constat après la crise de 2008-2009. Puis le contexte politique de la Chine a changé avec l'arrivée au pouvoir de, je vous le donne en mille, Xi Jinping. Il a progressivement changé les paradigmes en place. Dans les discours et dans les actes, celui qui s'est nommé président à vie, bon, je parlais de dictature à l'instant, je crois que je ne me suis pas trop trompé, a clairement énoncé que les sociétés privées devront accompagner les entreprises d'État et qu'elles doivent être au service du parti. Donc là, on change les règles du jeu. La reprise en main à tous les niveaux de la vie économique est tangible. Donc au-delà des éventuels excès de M. Jack Ma, là, il y a une reprise en main politique du secteur privé. Je trouve ce dossier extrêmement bien fait. Je suis content parce qu'il nous reste 6 minutes et je vais avoir réussi en 1 heure. Dimanche, on a streamé 2h40 avec Le Parisien dimanche, le JDD, les 2 journaux du dimanche, un petit peu de presse en région.
Voilà, on est resté ensemble 2h40. Bon, là, j'ai fait un petit peu vite aujourd'hui, puisque comme je vous le disais, j'ai une petite réunion. Je m'en vais dans 6 minutes. Mais on va avoir le temps. Il y a, je garde le Figaro, puisqu'on garde le Figaro. Donc, le Figaro, il y a l'édition du journal. Il y a le supplément éco tous les jours qui est très bien fait pour ceux qui s'intéressent à l'actualité économique et même aux autres parce que c'est assez bien expliqué, c'est assez bien vulgarisé. Dixit, l'histoire de Jack Ma à l'instant. Il y a aussi le Figaro et vous. C'est les pages un peu culturelles, un peu société du Figaro. Il y a des super articles. Moi, je lis ça tous les matins. Par exemple, regardez. Le Figaro nous prévient qu'en 2021, il va y avoir un bouquet d'anniversaires de personnalités. Trenet, Gainsbourg, Signoret, Napoléon, anniversaire de naissance, anniversaire de mort. Il y aura plein de commémorations. De nombreuses personnalités culturelles seront à l'honneur à l'occasion de l'année de leur naissance ou de leur disparition. Et on en a sélectionné 10. Le Figaro se penche sur ce feu d'artifice de commémoration à venir. Gustave Flaubert, Camille Saint-Saëns, le compositeur, Charles Trenet, l'ambassadeur de la chanson française, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Je vous montre la jolie photo de Gainsbourg, puisqu'il était deux ce monsieur, il y avait Serge Gainsbourg et il y avait Gainsbourg, dans le Figaro qui a écrit ceci. Enfin reconnu à l'international, Gainsbourg c'est nos Beatles à nous, c'est Arthur H, le chanteur qui dit ça, et qui résume pour le Figaro parfaitement l'impact foudroyant qu'a eu l'auteur-compositeur-interprète sur la chanson française. L'héritier de Boris Vian, qui a rangé ses pinceaux après avoir vu son modèle sur scène, c'est vrai qu'il était peintre Gainsbourg, a laissé une empreinte considérable, non seulement pour ses chansons, mais aussi par son attitude, ses outrances, on s'en souvient très très bien. Vous vous souvenez du billet de 500 francs peut-être, qui avait été brûlé lors d'une émission de télévision, mais aussi la délicatesse de ses mots. Et en 2021, on va célébrer les 30 ans de sa disparition et le 50e anniversaire de la sortie de son chef-d'œuvre, Histoire d'une mélodie Nelson. Bon, c'est dommage, j'ai pas le droit de jouer la chanson pour des raisons de droit, bien sûr, mais Melody Nelson, c'est une chanson magnifique, reconnue mondialement comme une pièce maîtresse de la pop après avoir été ignorée à sa sortie. Et le Figaro se félicite que aujourd'hui Gainsbourg, il a une reconnaissance internationale. Il y a un hommage aussi à venir en 2021 pour Napoléon, 200 ans, vous le voyez ici, après une aura intacte. On a une année Napoléon là pour le bicentenaire de la mort de l'empereur qui promet d'être inoubliable selon l'expression de la fondation de Napoléon. Le Figaro pense que le président Macron, qui est féru de grande figure historique, ne ratera pas la célébration de la commémoration du bicentenaire le 5 mai prochain. Napoléon, ça reste une figure qui divise, polémique dans l'histoire de France et de l'histoire de l'Europe. Les peuples qui se souviennent avoir été conquis par l'empereur Napoléon. Est-ce que le président Macron s'associera à ce point à ces commémorations ? Je ne suis pas sûr, moi. On verra. En tout cas, le Figaro le pense. Hommage à Georges Brassens aussi en cette année 2021. Et puis, dossier... on n'aura pas le temps d'un sondage, mais j'aurais voulu votre avis là-dessus. On va essayer de le faire très rapidement. Dossier bagnole, dossier voiture dans le Figaro. Les Français toujours accros à la voiture. Figaro, il aime bien la voiture et il est très en colère. Il le dit souvent dans ses articles, le Figaro, contre, vous savez, les politiques qui se réclament de l'écologie pour limiter la place de la voiture dans la ville. Voilà, dans le Figaro, on voit souvent ce genre d'article. Ça plaît pas trop au journal, ce genre de truc. Et là, le Figaro prend quelques sondages récents pour dire les Français sont toujours très accros à leur voiture. Les Français ne veulent plus emprunter des transports en commun, écrit Sylvain Resser ce matin. Depuis que le Covid-19 est entré par effraction dans leur vie, ils estiment dans une grande majorité que la promiscuité qu'imposent ces modes de déplacement fait courir un risque trop important de contamination. Premier point. Et puis, idée générale de l'article, contre toute attente, la voiture considérée par les contempteurs comme un objet du passé, notamment les écologistes, pour le Figaro, il faut lire entre les lignes, retrouve des couleurs. La voiture, en dépit des contraintes qui se dressent sur sa route pour décourager les automobilistes et orchestrer la restriction de son usage, les bouchons sciemment organisés par le Figaro, pour le Figaro, par la réduction du nombre de voies, mise en place de nouveaux sens de circulation, réduction du nombre de places de stationnement, coût toujours plus prohibitif du parking, fiscalité confiscatoire. Le Figaro pense que on veut tuer la bagnole. Et donc, le Figaro sort quelques études qui affirment qu'au contraire, les Français, les Européens et les Français sont très attachés à la voiture. Il reste qu'une minute, on va faire un sondage très rapidement. Le Figaro affirme que les jeunes de la génération Y, 24-35 ans, qu'on disait détachés de l'automobile, n'envisagent pas leur avenir sans. Sondage très rapide, est-ce que vous êtes attachés à la voiture, est-ce que c'est important pour vous? Voilà, est-ce que on va faire un sondage super rapide, ça va me faire dépasser, c'est pas grave.
important pour vous, la voiture, hein, le Figaro explique que la voiture, c'est un instrument de liberté, on la prend quand on veut, on va où on veut, on n'est pas tributaire des horaires, des éventuelles grèves, tout ça ou pas. Sondage super rapide, important pour vous la voiture. Oui, réponse 1, non. Réponse 2, voilà, pour voir si cette enquête du Figaro selon laquelle les jeunes, notamment français, restent attachés à la bagnole est vrai ou pas. Le sondage est parti. Vous pouvez rafraîchir le chat si besoin. Et c'est parti pour le sondage. Et on va se quitter après là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? C'est oui à 61%, 39% non, vous êtes déjà de 2000, 3000, 3300 votants. Et cette tendance sans doute va se confirmer. Le non reprend du poil de la bête, 38%. 62, 38. Donc c'est 2 tiers, 1 tiers, oui, c'est beaucoup moins serré que le vote qu'on a fait tout à l'heure, qui était incroyablement serré, 50% sur le fameux passeport sanitaire, hein, sur le vaccin. Là, vous avez cette tendance donc, qui se dégage, 2 tiers, 1 tiers, 62%. Oui, la voiture, c'est important pour vous. Non à 38%. On va se quitter avec ce sondage. Il est pile. J'arrête le sondage. Paf. Tac. Tac, je pense que si vous rafraîchissez le chat, vous avez les résultats définitifs avec vous. Je voulais vous remercier. Donc, j'adore passer du temps avec vous. En général, on est ensemble pour 1h30, 1h45, 2h. Mon record pour l'instant, mais je vais le battre dans pas longtemps, c'est 2h40, c'était dimanche dernier, pour lire les journaux ensemble, parce que c'est mon plaisir. J'espère que c'est le vôtre aussi. Mais ce matin, voilà, il y avait cette réunion importante à 11h au travail, à France Télévisions, pour présenter à la presse la nouvelle grille de France Télévisions pour l'année 2021, notamment en matière d'information. Et vous savez, ma passion pour l'information. Donc je ne raterai cette réunion pour rien au monde, mais je voulais aussi passer un moment avec vous aussi, parce que j'aime trop ces échanges. Passez une belle journée. Lisez les journaux, c'est mon invitation pour vous informer au mieux quand vous en avez le temps, bien sûr. Parce que l'essentiel, c'est vous, c'est votre vie. Soyez heureux, répandez le bonheur autour de vous, malgré cette météo un petit peu maussade qui est derrière moi et qui est peut-être derrière vous aussi, derrière votre fenêtre. On se retrouve quand je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous aurez les notifications pour savoir quand je stream. Également à mon compte Twitter, parce que c'est là aussi que je dis tous les jours quand je stream le lendemain et à quelle heure. Je sais que dans les prochains jours, j'ai pas mal de rendez-vous dans d'autres rédactions, radio, presse écrite, télé, pour parler de vous. Ce qu'on est en train de faire là a piqué la curiosité de plein de journalistes. J'en ai déjà parlé à Europe 1. Hier soir, j'étais invité de Énergie. J'ai donné des interviews à plusieurs journaux. Je vais en parler sur France Info, la radio. Je vais en parler sur France Inter. Je vais en parler sur Click TV dans les prochains jours, parce que on est en train de faire quelque chose d'un peu nouveau, un peu sympa. Ce petit pont qu'on est en train de créer entre les médias traditionnels, les médias un peu vieux, diront certains, et puis vous et les nouveaux écrans. Donc ça intéresse un peu mes confrères. Donc j'essaie de leur expliquer que moi j'en comprends, et donc ça va me prendre un petit peu de temps dans les jours prochains. Peut-être que du coup mes streams matinaux vont être un petit peu déplacés à cause de ça, donc je voulais m'en excuser par avance. Je vous tiens au courant en tout cas, et je vous retrouve à 18h dans la question pour un champion, pour ceux qui veulent se cultiver un petit peu. Demain à 6h sur France 2 pour les plus matinaux, une première demi-heure d'actualité sur France 2 avant Télématin, dans la matinale de France Info, 6h30, 8h30 bien sûr, et pour Twitch, pour la matinée Étienne, je vous tiens au courant. Merci, vous êtes plus de 11 000, c'est juste génial. Passez une belle journée. On se quitte en musique comme chaque jour, et je vous dis au plus vite possible. Ciao.
doesn't have to